Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil national de la communication est-il en difficulté? La question taraude les esprits depuis quelques jours. En fait, après avoir pris des sanctions jugées très sévères contre certains médias de la place recensés dans la télévision, la radio et la presse écrite, il fait l'objet de nombreuses attaques de la part des professionnels des médias. Certains sont même entrés carrément en rébellion contre cet outil qui était censé jouer le rôle de régulateur du paysage audiovisuel au Cameroun. Lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques jours dans la métropole économique, Denis Kouibo, le président national du syndicat des journalistes du Cameroun, a appelé ses confrères à ne plus déférer aux convocations du Conseil national de la communication. Jusqu'où ira cette bataille? Denis Kouibo et ses pairs ont-ils les moyens de faire infléchir les membres de cet organe de régulation? Quelles pourraient être les conséquences d'une pareille guerre? Au regard des dispositions du décret qui le crée, le Conseil national de la communication est fort clos depuis le 4 décembre 2014. Cela suffit-il pour juger illégales toutes les décisions prises par cet organe, comme l'a souligné le syndicat national des journalistes du Cameroun? En attendant donc que le chef de l'État le rétablisse dans son droit, nous en parlerons dans un instant, tout comme nous ferons un léger arrêt sur le Conseil constitutionnel qui cristallise beaucoup d'attention ces derniers temps. 19 ans après son inscription dans la loi fondamentale qu'est la Constitution du Cameroun et près de 11 ans après la promulgation par le président de la République de la loi sur son organisation et son fonctionnement, les choses n'ont pas encore évolué. On est resté à la phase de consultation. Qu'est-ce qui fait problème? Paul Biya est-il en manque d'hommes capables de faire l'affaire? Comment peut-on expliquer cet immobilisme? Et parlant toujours du président Paul Biya, il était attendu mardi dernier au Nigeria, au sommet d'Abuja, sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram. Il a choisi de se faire représenter par le ministre délégué auprès de la présidence de la République en charge de la défense, Edgar Alem Mebingo. Au cours de ces travaux, le Nigeria a pris la tête des opérations de la force d'intervention conjointe multinationale dont le quartier général est basé à N'Djamena dans la capitale tchadienne. Comment interpréter cette énième absence de Paul Biya aux côtés de ses pairs africains alors que le Cameroun est permanemment menacé par les assauts répétés de ces individus sans foi ni loi? Le chef d'État évite-t-il royalement Muhammadu Buhari? Pourquoi, malgré toutes les initiatives prises jusqu'ici, la secte islamique Boko Haram continue à dicter sa loi? À quoi servirait la force multinationale mise sur pied? Madame, Monsieur, ce sont des sujets bien d'autres qui vont meubler cette émission. Mais avant d'en parler, nous allons accorder une attention somme toute particulière à la crise énergétique qui secoue actuellement le Cameroun. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Bouba, qui est le président du RRDC, c'est le Rassemblement républicain et démocratique du Cameroun. Bonsoir, président. Oui, bonsoir, monsieur Thierry. Alors, je parlais tout à l'heure de la crise énergétique qui secoue le Cameroun et je me rends effectivement compte que vous avez adressé une lettre ouverte au directeur général de Eneo et à celui de la Cambrata pour vous insurger contre un certain nombre de choses qui ont actuellement cours au pays, notamment pour les délestages. Vous dites par exemple que les incendies dans les marchés ont causé des pertes évaluées à près de 1400 milliards de francs CFA. Sur quelle base vous êtes parti pour élaborer un pareil bilan? Oui, en fait, ces chiffres ne dénotent pas de moi. En tant qu'individu ou bien leader d'un parti politique, ce sont les statistiques qui sont mises sur pied par des spécialistes et par certains organismes qui sont habilités. Donc, on les a rapprochés à travers nos militants pour aller effectivement savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut recouvrir de l'irresponsabilité des comportements de Eneo et même de Camwater. Parce que vous savez très bien, depuis un certain moment, depuis que Eneo, n'est-ce pas, a vu le jour, c'est la catastrophe, n'est-ce pas, dans nos différentes villes et nos différentes régions du Cameroun. Nous avons vécu, même avant l'arrivée d'Eneo, quand AE Sonel était là, on a vu comment les marchés se brûlaient. On accusait que c'était les problèmes d'installation, c'était la vétusté du matériel, n'est-ce pas, qui découlait de cette entreprise-là. Et en réalité, le régime, le pouvoir public ont des chiffres et les pouvoirs publics n'ont pas voulu officialiser de peur que ça puisse se cristalliser, n'est-ce pas,
des soulèvements au niveau de la société. Alors nous, en tant qu'un parti politique responsable, nous avons pris, n'est-ce pas, nous avons posé ces actes-là pour attirer l'attention déjà du peuple camerounais de ce qui se passe et même de ces entreprises et même de celui qui les nomme, c'est-à-dire que l'exécutif, le président Biya, n'est-ce pas, qui se met à l'écart pendant que le peuple camerounais crie, pleure. Et tous les jours, on voit des décès, on voit des pertes sur le plan matériel, humain et autres. Bon, ça n'émeut personne et ça ne branle pas les gens qui ont ici le quitus de gérer le pays et même cette situation-là. Alors, c'est pour ça que notre parti politique se met en avant, parce qu'il faut quand même que des leaders politiques, en ce moment de crise, on a l'habitude de nous accuser pour dire que nous attendons seulement le moment des élections pour demander, pour solliciter des voix aux populations. Non, ce n'est pas vrai. Nous travaillons, nous avons toujours travaillé, mais si on n'a pas souvent sollicité, n'est-ce pas, le suffrage de la population, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, parce qu'il ne suffit pas d'être élu pour pouvoir se battre aux côtés des populations. Donc voilà, en grosso modo, les raisons qui nous ont motivés pour pouvoir poser un acte pareil. Alors, André Lutemweka, est-ce que... Déjà, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir d'être invité à cette émission. Alors, je signale que vous êtes vous êtes des sociaux, communicateurs, au-delà d'être enseignant. Vous suivez également de très près l'actualité autour de la crise énergétique au Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut saluer la sortie d'une formation politique comme celle-là au moment où, parce qu'on a l'habitude de les cribler de critiques comme quoi ils ne réagissent que quand il faut parler ou quand on est en période électorale. Maintenant, c'est le cas. Est-ce que cette sortie mérite d'être saluée ou avec cette sortie ou avec cette crise énergétique, est-ce une autre manifestation, une autre manière pour ce parti politique de récupérer un sujet au devant de l'actualité? Non, je crois que le RDDC est dans son rôle de se nourrir des crises sociales pour pouvoir porter très haut les revendications des peuples. Et je crois que depuis un certain moment, les hommes politiques ont perdu les revendications de la rue parce que pour dire la vérité, le peuple est devenu aussi responsable. Donc, il n'avait plus du grain à moudre. Je crois que Eneo est venu permettre à cette formation politique de pouvoir se remettre sur la scène, ce qui n'est pas mauvais. Donc, je crois que c'est un acte citoyen aussi, parce que Eneo ne cause pas du préjudice seulement à ce parti politique, mais à tous les Camerounais. Donc nous sommes également, en tant que citoyens, interpellés par rapport à cette entreprise qui est le nœud central même des activités à l'ère moderne, parce que sans l'énergie, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas même traiter les dossiers. Donc c'est un blocage, un blocage, un chaos. Et je crois que c'est tout à fait intéressant et tout à fait pertinent d'interpeller, que le peuple camerounais, dans toute sa profondeur, puisse interpeller cette entreprise. Parce que j'ai l'impression que c'est une concession, une privatisation qui a été ratée. Parce qu'il faut le dire comme ça, on ne comprend pas comment des entreprises peuvent faire autant de bénéfices sans vouloir investir pour donner un service de qualité. J'ai cru à un certain moment qu'avec M. Nana Contu, c'est comme ça qu'on l'appelle, Joël Nana Contu, on aurait eu de l'espoir, mais j'ai commencé à croire qu'on a remplacé la porte par la fenêtre. Bon, mais est-ce que le problème se situe au niveau de Eneo? Parce que Eneo... moins de 8 mois après avoir succédé à AES Sonel, Eneo n'a-t-il pas quelque part hérité d'une situation assez inconfortable avec des infrastructures totalement vétustes? Vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce qu'en quelques mois on peut juger le maçon au pied du mur? Non, pas du tout. On ne peut pas juger Eneo en ce moment. C'est-à-dire que vous l'aviez très bien dit d'entrée de jeu, Eneo a hérité d'une situation, une situation rocambolesque, catastrophique. Et je crois que la responsabilité ne revient pas totalement à Eneo. Hein? C'est vrai que quand les entreprises, quand les hommes d'affaires veulent s'engager, n'est-ce pas, dans une situation comme celle-là, quand ils ont le cahier des charges, il y a un audit qui est fait à la base. Moi, c'est ce qui me surprend. Et ils ont fait l'audit, ils savaient les problèmes qui existaient dans cette structure. Mais je crois que ça ne doit pas rester à ce niveau. Moi, je voulais m'adresser aux Camerounais qui nous écoutent en ce moment, qu'ils comprennent que en Tunisie, par exemple,
il y a un jeune Camerounais qui a fait... il a fait ses études, il est allé à l'école, il s'est battu, il est né dans une famille très modeste. Alors, on lui demande, après les diplômes, après son baccalauréat, de faire une formation pour trouver du travail. Il fait une formation. Je parle de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé en Tunisie. Et après, il n'y a pas de travail, comme c'est pire au Cameroun. Il y a près de 80% de chômeurs. Pour dire la vérité, le pouvoir public n'embauche pas près de 130 000 fonctionnaires. Donc, celui-là, pendant qu'il se débrouille dans la rue, il y a un policier qui le dérange, et puis il y a sa famille qui souffre, sa maman qui est hospitalisée, il s'est immolé. Et la responsabilité, je reviens à cela, et la responsabilité, la population n'a pas dit que c'était le policier ou c'était la police. La responsabilité, on l'a incombé au chef de l'État, vous comprenez? C'est ça, au président de la Tunisie. Et aujourd'hui, il est en exil. C'est la même chose pour le cas du Cameroun. Alors, pour le cas du Cameroun, c'est très grave. Parce que le président de la République, lui qui a nommé par décret présidentiel ces gens, parce que M. Nana Contu n'a pas été élu au sein de la SODEL. Si. Vous comprenez? Non, il y a un conseil d'administration. Non, oui, je veux dire, il y a un conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration qui, ici, ce conseil d'administration tient lieu des pouvoirs publics. C'est-à-dire que l'État du Cameroun a 51% des actions dans NEO. 44% pour être plus exact. Voilà, 44% dans NEO. Donc, à la possibilité, et c'est une société qui a été privatisée. C'est une société nationale qu'on appelle la SONEL, qui a été privatisée, qui a été gérée pendant une vingtaine d'années par l'actuel président du Sénat. Vous comprenez? Donc, la responsabilité n'incombe pas aux hommes d'affaires qui sont à NEO, qui cherchent de l'argent, mais ça incombe au chef de l'État. Le président de la République, en 2001, si vous voyez son discours le 31 décembre 2001, avait dit à tous les Camerounais qu'il devait prendre sur lui les problèmes de délaissage, parce que de 2000 à 2001, c'était très grave au Cameroun. Mais il n'y avait pas de marchés qui brûlaient. Il n'y avait pas des écoles qui s'incendiaient, il n'y avait pas de ministères qui s'incendiaient, il n'y avait pas de domiciles où il y avait autant de matériel, n'est-ce pas, qui se grillait et tout, au retour de la lumière. Ben, c'était des délestages spontanés et tout ça. Donc le chef de l'État a promis aux Camerounais de s'engager pour que les Camerounais puissent avoir de l'électricité. Parce que lui, au palais, alors, il n'a jamais de coupure. 14 ans après, cela n'a pas été fait. 14 ans après, on ne peut pas accuser Eneo. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé d'un iota, parce que quand Eneo, la dernière conférence de presse du directeur général de Eneo, il nous a très bien dit qu'ils ont trouvé cette situation, ils sont en train de se battre pour rétablir cette situation-là. Donc, 14 ans après, on constate que le président Biya, qui a été élu par le peuple camerounais, à près de 80%, il est carrément assis au palais, il a la lumière 24 sur 24, et le peuple souffre, et les enfants meurent, les enfants s'en vont composer le baccalauréat, il n'y a pas d'électricité dans les domiciles. Moi, ma fille, elle composait le BPC, il n'y a pas de lumière la veille, ma fille a été complètement, elle était désaxée, vous comprenez? Et il fallait que je trouve de la bougie. Et quand elle s'est levée le matin, elle avait les yeux tout rouges. Donc, c'est une situation tellement compliquée. Il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Donc, on ne peut pas remettre la responsabilité à Eneo toute seule. Okay. La responsabilité appartient au pouvoir public et au président Biya. Il faut qu'il se mette au travail. Il faut qu'il fasse aux Camerounais ce qu'il leur avait promis pendant sa campagne de 2011. En d'autres cas, quand même, quand on expose la situation et vu sur le prisme de Michel Bouba, le gouvernement a quand même une grosse part de responsabilité parce que quand on parle de la mise en branle des projets structurants, on a parlé des barrages hydroélectriques, notamment de Mevele, d'Ompangar, les choses ne vont pas à la vitesse qu'on aurait souhaité. Et le gouvernement également n'a pas pensé aux énergies renouvelables. Donc, quelque part, la responsabilité lui incombe quelque peu. Disons que ce qui me gêne un peu, toujours avec le président Bouba, c'est cette confusion, cet amalgame. Dans la confusion notamment de ce qu'on appelle les affaires, le business. Je crois que lorsque vous achetez une entreprise ou lorsque vous êtes partenaire dans une entreprise majoritaire, vous devez non seulement d'avoir les passifs et les actifs, c'est-à-dire vous devez endosser la responsabilité de l'entreprise et relancer l'entreprise. Donc, je pense qu'il mélange l'aspect économique des affaires et l'aspect politique. Bon, je comprends, il est un homme politique. Ce qui s'est passé, pour expliquer clairement aux téléspectateurs, c'est que Actis a acheté les droits de Eneo et a pris l'entreprise en main. Alors, lorsqu'on achète les actions, c'est-à-dire qu'on achète le passif et l'actif. Donc, en fait, il revenait donc, il devrait donc, en tant qu'entreprise, repositionner l'entreprise, relancer l'investissement dans l'entreprise pour faire beaucoup de bénéfices. Ça n'a rien à voir avec le président Biya. Alors, mais quand même, quand on parle d'infrastructures, on parle de vétusté justement de ces infrastructures. Alors, on parle
capacité de production. On a également écouté le directeur général de Eneo, Joël Nanakontou, qui est revenu sur le problème des tillages, qui est revenu également sur la disponibilité même de ces barrages, parce que notamment le barrage de Sondolo est arrivé pratiquement en phase d'épuisement. Donc il faut repenser à une nouvelle politique peut-être infrastructurelle, et c'est peut-être là le rôle du gouvernement. Non, je suis en train de dire que lorsque vous achetez une entreprise, avant d'acheter une entreprise, sauf erreur de ma part, vous faites l'audit de ce qui a été fait et de ce qui mérite d'être fait. Alors, lorsque vous prenez une entreprise, vous avez ce qui a été fait et vous avez ce qui mérite d'être fait. Et cela est en concertation avec les associés. Donc, cette amalgame, cette filouterie intellectuelle qui est devenue l'art au Cameroun, de faire en sorte que lorsque vous êtes coincé, vous dites c'est le gouvernement. Non, je crois que Actis a également une responsabilité dans la relance de l'entreprise. Parce que je crois que lorsque vous achetez une entreprise, vous avez un certain nombre de choses que vous devez faire pour relancer. Non pas pour épargner la responsabilité du gouvernement qui se bat effectivement à mettre des infrastructures à la disposition, n'est-ce pas, des néos. D'ailleurs, le chef de l'État avait promis dans son septennat que la guerre contre le manque d'énergie électrique sera effectivement son cheval de bataille. Donc, ce que je vais rappeler aux Camerounais, c'est que il ne faudrait pas que M. Bouba essaye de faire l'amalgame ou de profiter de cette émission pour faire un meeting politique. Il faudrait qu'on fasse l'amalgame, la distinction entre des affaires, c'est-à-dire que M. Bouba achète une entreprise, investit sur l'entreprise pour faire du bénéfice et essaie de satisfaire ses clients. Ce qui n'a rien à voir avec le système politique de M. Biya. Nous sommes d'accord sur ce point, oui. Oui, enfin, je voulais réagir pour dire à M. Meka, lui-même, il vient de le dire tout à l'heure, que lors de la dernière campagne, élection présidentielle 2011, le chef de l'État a promis aux Camerounais, n'est-ce pas, à prendre à bras le corps le problème de l'énergie. Alors nous comprenons tous que la responsabilité incombe au premier Camerounais. Le premier Camerounais, c'est le chef de l'État. On ne peut pas me dire que vous êtes un chef de famille quand vous arrivez à la maison. Parce que, supposons qu'on utilise la lampe tempête, il faut acheter du pétrole pour allumer cette lampe-là. Et puis, vous n'achetez pas le pétrole. Vous posez la question à vos enfants, pourquoi la lampe n'est pas allumée? Les enfants vous disent, mais papa, il n'y a pas de pétrole. Vous dites que non, moi, je n'ai pas d'argent. Débrouillez-vous, on a besoin de ça. Votre maman l'appelle votre maman. Non. Moi, je crois que le président... que les exemples sont similaires? Bien sûr. Moi, je suis un chef de famille. Donc, le président, bien que le chef, il est le chef de l'État. Selon la loi fondamentale, la responsabilité, la vie du peuple camerounais lui incombe. C'est lui qui doit mettre des politiques, c'est lui qui doit contrôler des politiques, c'est lui qui a un programme, c'est lui qui a un plan d'action, c'est lui qui fait des propositions, c'est lui qui veille à ce que le peuple soit à l'aise, en sécurité. Vous comprenez? Alors le gouvernement aurait dû faire quoi? Mais le gouvernement, quand on parle du gouvernement, je parle du président de la République, parce que je sais que c'est lui qui a un mandat. Les ministres n'ont pas de mandat. Personne n'a voté les ministres. C'est lui qui a nommé ces ministres par décret. Il a pris un bout de papier, il a lié le nom des gens et il a signé. Il a dit, vous travaillez à telle responsabilité, ainsi de suite. Vous comprenez? Et c'est lui, comme on parle de la privatisation de Eneo, Eneo c'était une société nationale. C'est le président Biya, c'est lui qui ont décidé de privatiser sous l'onction du chef de l'État. C'est le président Biya qui pilote les affaires de ce pays. C'est lui qui décide de donner l'agrément à X société, il y a Y société. C'est lui, monsieur. Tous les documents passent par la présidence. Donc, il ne faut pas que les gens dédouanent le président de la République de ses fonctions et de ses responsabilités. Si tous les Camerounais souffrent, c'est à cause du président, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Le président doit être capable. Et dans tous les autres pays, ça existe. Quand quelqu'un, un chef de bateau, un capitaine de bateau ne peut plus conduire le bateau, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit que bon, ça c'est très compliqué, il se retire. Mais le président Biya, s'il s'incruste, nous supposons qu'il est capable, que le président Biya peut apporter quelque chose. Mais depuis que les marchés brûlent, depuis que Eneo, supposons que Eneo est une société privée et que Eneo n'arrive pas à faire son travail, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit aux Camerounais? Il ne dit rien aux Camerounais. Et vous avez vu, nous avons chiffré des pertes énormes, des milliers de milliards. Et ce n'est pas de la rigolade. Vous comprenez? Quand on arrête la lumière dans un cyber, quand vous voyez le propriétaire du cyber, il vous dit que par jour, son chiffre d'affaires, si c'est dans les 50 000 francs, quand on arrête la lumière, tous les clients s'en vont. Ils paient seulement, non ce jour-là. Et même le lendemain, les clients ne passent pas par là. Donc, les chiffres les pertes sont énormes, monsieur Meka. Ne cherchons pas à dédouaner le chef de l'État. Nous sommes des jeunes. Les gens doivent se mettre au travail. Et quand le président peut
peut pas se mettre au travail. Sa seule responsabilité, on sait qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais il ne peut pas faire autrement. Qu'il se retire, qu'il laisse aux autres Camerounais de conduire cette situation. Parce que il faut Monsieur Bouba, oui. Oui, il faut que je vous rappelle. Il faut que je rappelle à Monsieur Meka. Parce que quand nous venons ici, on n'est pas là pour faire un problème de, je sais pas moi, de réseau, de mafia et tout. Quand on vient ici, c'est pour éclairer les Camerounais, c'est pour dire aux Camerounais ce qui ne va pas et quelles sont les solutions. Vous comprenez très bien. Donc, c'est pas parce que vous appelez Meka, il m'appelle Bouba, que vous croyez que je déteste tellement le président public. Non, c'est parce que le président public n'est pas, il ne se responsabilise pas. Et c'est à cause de plusieurs facteurs. Son âge, vous comprenez. Même moi, j'ai des informations. À cause de son âge, à la présidence, il y a même son premier ministre, même son secrétaire, depuis une semaine qu'il cherche à le rencontrer. On dit qu'il est fatigué, qu'on le laisse se reposer. Alors, est-ce que c'est vos informations, Oui, ce sont mes informations. Je le mets à la télé depuis une semaine. Monsieur Bouba, je reviens à vous. André Meka, vous vouliez dire quelque chose. Est-ce qu'on est en droit de dédouaner le gouvernement? Parce que je ne parlerai pas de chef de l'État. Le chef de l'État est à la tête d'un gouvernement, il a choisi des hommes pour mener à bien une certaine politique. Malheureusement, cela n'est pas suivi d'actes de manière assez concrète. D'ailleurs, on l'a vu. Les délestages, qu'on le veuille ou pas, ont quelque peu cessé depuis quelques jours, simplement parce que le ministre Basil Atangakuna a dû revoir un certain nombre de choses, certains accords avec certaines entreprises privées de la place qui fournissent de l'énergie électrique. Et depuis la fin de cette semaine, les choses ont quelque peu changé. Donc, il y a une réelle volonté de changer les choses et il y a également peut-être ce désir de commencer. Oui, je crois que ce n'est pas parce qu'il s'appelle Bouba qu'il est fâché. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a une facilité écœurante des hommes politiques à faire un saut assez inquiétant, c'est-à-dire du tâcheron, celui qui fait le travail au président Biya, sans qu'il y ait des liens. Parce que je crois que Enio a un PCA, président du conseil d'administration, il y a un ministre de tutelle, il y a un premier ministre. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un ciblage assez pressant. Il est peut-être dans son rôle en même temps. Et assez pressant et assez martyrisé du président Paul Biya. Mais je comprends qu'il a un homme politique, il a une cible. Mais je dis, en faisant cela, on n'aide pas les Camerounais. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas leur travail, qui sont à leur poste et qui ne font pas leur travail. Moi, je peux aussi vous dire, et ça c'est une information, que les gens pensent que le chef de l'État a centralisé les pouvoirs, qui voudrait que les gens soient aussi responsables. C'est-à-dire, il déconcentre le pouvoir, il essaie de décentrer le pouvoir pour que les gens puissent assumer leurs responsabilités. Ça aussi, c'est possible. Que dit M. Atangakuna par rapport à cette crise énergétique, qui est ministre de l'énergie? Que dit le président du conseil d'administration qui impulse la politique des néos par rapport à ces crises d'énergie? Le gouvernement a un rôle de supervision et de contrôle que nous n'allons pas nier ici. Mais il y a un certain nombre d'éléments, il y a un certain nombre d'investissements que l'entreprise doit faire pour pouvoir faire plus de bénéfices et pour pouvoir assurer sa clientèle. Tous les managers vont le dire. Il ne faudrait pas qu'on pense seulement que le problème, c'est le gouvernement, en laissant effectivement celui qui fait des affaires, qui fait des bénéfices. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a donc un certain nombre de garanties qui ont été, je crois qu'il y a des barrages. Il y a eu les projets structurants que le chef de l'État est en train de faire. Il y a eu des barrages de Meking qui est en exécution. Vous avez le barrage de Hala et effectivement la centrale à gaz. Et j'ai pu entendre dans les informations qu'on voudrait effectivement mettre en œuvre la centrale à gaz pour pouvoir alimenter... Bon, mais quelque part, parce qu'on parlait également de la centrale à gaz de Crévy qui a quelque peu échoué. Pourtant, c'était une centrale qui devrait injecter dans le système pratiquement 216 mégawatts, ce qui aurait pu être énorme et permettre... On ne peut pas dire que ça a échoué. On ne peut pas dire que ça a échoué. On ne peut pas dire que ça a échoué. Il devait être en exploitation depuis bientôt... Mais on parlait de carburant il y a quelques minutes. Maintenant, on parle de turbine. Il y a quelques minutes seulement... Il y a des pistons peut-être qui poseraient des problèmes. Il y a quelques minutes seulement, j'ai entendu de problèmes de carburant. Et que davantage donc, de pistons. Moi, je suis surpris de cette information. Mais, pour revenir à la vérité, je crois qu'il y a un véritable problème de crise énergétique au Cameroun. Et ce problème doit être un problème d'abord structurel, c'est-à-dire l'entreprise qui a pris des actions
de Raesonnel on l'a compris, doit effectivement réinjecter investir. l'argent, oui. Et l'État Voilà. doit mettre à la disposition de cette entreprise, doit faciliter à cette entreprise son investissement, parce que l'État aussi est actionnaire et doit également sécuriser la vie des Camerounais. Nous sommes d'accord là-dessus. Ce qui me fait un peu un tintamarre, un brouhaha, c'est que au lieu de parler techniquement de la responsabilité sociale de l'entreprise Eneo, qui a pris des affaires et qui doit satisfaire ses clients, on tombe viscéralement sur le chef de l'État en faisant, j'allais dire, un matraquage psychologique sur la responsabilité du chef de l'État, qui lui aussi de son côté s'est dit effectivement, comme on dit que je concentre tous les pouvoirs, comme on dit que je suis depuis tout, je suis l'alpha et l'oméga, j'ai nommé des gens, il y a des gens qui sont à des postes, mais qui assument leurs responsabilités devant les Camerounais. Alors, mais qui doit penser à la politique, par exemple, qui viserait à imaginer d'autres sources envisageable à utiliser dans le monde, notamment au niveau des énergies renouvelables. On utilise de plus en plus du compost, on utilise l'énergie solaire, on utilise même l'énergie éolienne. Il y a beaucoup de formes d'énergie qu'on exploite aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement qui a, jusqu'à preuve de contraire, libéralisé ce secteur, pourquoi le gouvernement ne penserait pas justement à ces politiques Mais c'est une question qu'il faut poser au docteur Tanakuna. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ministre, je suis un citoyen camerounais qui observe la vie camerounaise et qui a parfois un avis à donner par rapport à la marche du pays. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a une crise énergétique au Cameroun. Il y a un problème de perspective, un problème de visibilité, de planification par rapport à la gestion de ce problème. Et j'ai dit peut-être que pour la plupart des gens qu'on a mis là, ils ont un problème d'investissement, un problème de visibilité. Ça, je le constate. Mais les énergies renouvelables, c'est une option substitut par rapport au problème que nous vivons. Ben, c'est aux hommes d'affaires de pouvoir s'investir là-dessus et proposer, n'est-ce pas, cela aux Camerounais. Alors, pour sortir définitivement du sujet, Michel Bouba, qu'est-ce que vous proposez justement au gouvernement? Qu'est-ce qu'on propose au gouvernement? Vous savez, d'entrée de jeu, il faut savoir que l'aspect technico-financier, moi je ne veux pas entrer dedans, je suis un chef d'entreprise, vous comprenez, ça n'intéresse pas le Camerounais lambda qui reçoit tous les 21 jours sa quittance. Et il a l'obligation d'aller payer dans les 6 jours qui suivent, sinon il sera coupé. Ça n'intéresse pas, parce que les gens doivent faire leur boulot. C'est-à-dire que M. Biya et ses acolytes, ils sont au pouvoir, ils doivent faire leur travail. Ils ont hérité d'un pays qui n'avait pas ces maux, qui n'avait pas ces problèmes. Non, M. Tout Bouba, était sur place. c'était pas le paradis. Il y avait des projets qui étaient sur pied. Donc, ils sont restés pendant plus de 30 ans à dormir. Et aujourd'hui, on nous laisse croire que M. Biya a choisi des gens qui ne font pas leur boulot, comme s'il n'y avait pas d'autres Camerounais qui sont habilités à le faire. La preuve, c'est qu'on connaît un certain M. Michel Fosso qui est en prison aujourd'hui. Et il y a un autre directeur général, j'oublie son nom, qui assumait l'intérim, là, qui est aussi en prison, qui est en Kondengui. Vous comprenez, toujours à cause de l'affaire, que ce soit les Kameko, que ce soit les Eno et tout ça. Là. Donc, bref, comme pour dire que les gens doivent résoudre le problème. Il faut venir sur les plateaux de télévision commencer à dire qu'il y a les barrages, il n'y a pas de barrage, ça ne marche pas. Puisque tous les mois, pendant que ça ne marche pas, vous délivrez les quittances. Nous avons reçu une quittance. Là. Moi, ma famille a reçu une quittance que nous devions payer au plus tard demain. Si on ne paye pas au plus tard mardi, mercredi, viendront couper. Donc, que les gens fassent leur boulot. Alors, les Camerounais constatent ensemble avec moi que les pouvoirs publics, donc le chef des pouvoirs publics, c'est le président Biya, c'est lui que moi je connais, c'est le président de la République, c'est lui qui a la vie des Camerounais entre ses mains, c'est lui qui doit se lever et taper la main sur la table. S'il ne le fait pas, je trouve simplement que M. Biya est incompétent, donc incapable de parler à ses collaborateurs. Moi, mes enfants ne peuvent pas me désobéir selon le règlement que je mets dans ma maison. Sinon, cet enfant doit être libre, il doit se débrouiller ailleurs. Donc, voilà, quand vous dites que quelles sont les propositions que nous faisons au gouvernement, alors, première proposition, il y a des jeunes qui ont la capacité dans ce pays. M. Meka qui parle là, on peut le prendre, on le met à Eneo. Je ne sais pas moi, il est socio, vous avez des socio-communicateurs. Voilà. Donc, il peut apporter, non, vous évoquez des points qui sont importants. Peut-être vous allez le dire. Il y a des jeunes qui ont la capacité dans ce pays qui peuvent apporter leur modeste contribution. Mais ces jeunes, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait quand ces jeunes lèvent la tête pour commencer à dire des choses? Il y a des jeunes qui sont des véritables économistes. Okay. Il y a des jeunes, il y a des ingénieurs dans ce pays qui peuvent apporter des solutions. C'est pas seulement sur ce plateau. Donc, vous parlez de renouvellement des cadres. Il faut renouveler, c'est-à-dire qu'il faut changer. Si on trouve, parce que moi, c'est pas la solution. Moi, la solution, c'est que monsieur, bien tous ses amis, doivent laisser la place à ceux qui ont la capacité de travailler. Parce qu'il faut une refondation totale des valeurs et des compétences. En tout cas, on reviendra sur le président Biya tout à l'heure. Tout à fait. Donc, non, il ne peut pas s'en passer. Voilà la solution idoine pour résoudre les problèmes des Camerounais. Parce que quand vous regardez du président Biya, il a parlé du Premier ministre jusqu'au petit... En tout cas, on aura le temps de revenir sur ces différents aspects tout à l'heure. Le temps pour moi d'évoluer un peu. On a pris assez de temps. C'est vrai, je disais qu'on allait mettre un accent somme toute particulier sur le sujet. Si vous le permettez, on va évoluer maintenant avec un autre sujet qui... a quelque peu cristallisé les cœurs et les attentions ces derniers jours. Il s'agit du Conseil constitutionnel. On sait que 19 ans après son inscription dans la loi fondamentale qu'est la Constitution du Cameroun et près de 11 ans après la promulgation par le président de la République de la loi sur son organisation et son fonctionnement, les choses n'ont pas encore évolué. On est resté à la phase de consultation. Pourtant, il entendait faire de ce Conseil constitutionnel une réalité avant la fin de l'année 2014. Plus d'un an après, rien n'a été fait. Le Conseil constitutionnel, en quelque temps, mais est-il un véritable serpent de mer pour la politique camerounaise? Je ne sais pas s'il est un serpent de mer, encore qu'il n'existe pas encore. Je crois que c'est la Cour suprême qui tient lieu et place du Conseil constitutionnel. Mais je crois que je ne suis pas un devin, mais il faut s'approprier les institutions. Il faut permettre à ce que les institutions puissent effectivement aller dans l'air du temps. Je crois qu'on n'en a pas encore fini avec le Sénat. Il n'en a pas encore fini avec le Sénat parce qu'il faut le constater. Il y a encore un certain nombre d'imbroglios, de tohu-bohu dans le bicaméralisme. Ça veut dire que cette institution ne s'est pas encore enracinée dans les mœurs des parlementaires. Parce que vous savez qu'il y a souvent des conflits d'autorité. Nous avons vécu ça dans la presse. Est-ce que la loi doit passer par le Parlement pour passer au Sénat? Est-ce que les sénateurs doivent aussi justifier leur salaire? Donc, je crois qu'il y a encore un certain nombre de tares qu'il faille corriger avant d'instituer le Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai que il aurait fallu que toutes les institutions puissent aller de pair pour se compléter parce qu'il y aurait vide juridique à un certain niveau. Mais je crois qu'il est important aussi de savoir que lorsqu'on pose une institution, il y a des moments d'adaptation, il y a des moments d'appropriation, d'enracinement de la structure avant de poser un autre organe. Parce qu'il faut savoir que cela impute aussi des dépenses, impute aussi un certain nombre de mécanismes, de procédures qu'il faille maîtriser, qu'il faille contrôler. Alors, Président Bouba, nous sommes rendus pratiquement à 19 ans depuis son évocation dans la loi fondamentale du pays, sensiblement depuis 11 ans que le chef de l'État avait pris sur lui de rendre public un certain nombre de tests en réorganisant le fonctionnement du Conseil constitutionnel, mais on se rend compte que malgré tout cela, les choses n'ont pas évolué. Qu'est-ce qui fait problème selon vous? Mais la situation, elle est claire. C'est un problème purement politique. Et ce problème politique est très avantageux au président Biya, le président de la République en poste. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu qu'on sache qu'autour de lui, il y a des gens qui ont la capacité de le substituer au cas où il n'est pas là, ou des gens qui ont la capacité de servir les Camerounais à son absence. Il a toujours voulu régner comme un roi et même comme un empereur, c'est-à-dire qu'on ne voyait que lui, rien que lui. Ça ne pose pas de problème, ce n'est pas un problème financier, ce n'est pas un problème matériel, ce n'est pas un problème
constitutionnel. Vous comprenez? Donc, pour mettre le Conseil constitutionnel sur pied, c'est facile. C'est comme on a fait pour le Sénat. C'est comme on a fait pour l'Assemblée nationale que lui-même, il a hérité. Vous comprenez? Il suffit, parce que M. Biya, il a tous les pions, il a toutes les cartes à sa disposition. Il a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Donc, au niveau du Parlement, il est assis. Il suffit de mettre cette loi-là en vigueur. Il suffit de réunir toutes ces deux chambres-là et créer le Conseil constitutionnel. Les hommes ne manquent pas. Vous comprenez? Alors, mais le président Biya, ce qu'il préfère, c'est comme on évoquait tout à l'heure sur l'aspect juridique, le vide juridique, pour que les Camerounais, après lui, qu'on constate qu'il y aura un véritable chaos. Déjà, il y a une rivalité entre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Vous avez vu dernièrement, en janvier, après les vœux qu'on a adressés au chef de l'État, le même jour, dans l'après-midi, en début de soirée, le président de l'Assemblée nationale s'est fait adresser des vœux avant le président du Sénat. Et ces rivalités existent comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut effacer ces rivalités? Le président laisse des gens dans un vide total, un vide politique total. C'est-à-dire qu'il utilise la politique politicienne pour régner. Pour régner parce qu'il sait que quand on dit que c'est le président du Sénat qui doit le remplacer, aujourd'hui que le président du Sénat, on le sait, M. Gnadi Fendi est là, il est dans cet aspect physique et moral, parce qu'il faut reconnaître que sur le plan moral, nous avons certains dirigeants qui ne peuvent pas occuper le poste ou même assumer l'intérim du poste de président de la République, parce que ça ne tient pas. Donc, il laisse les gens en train d'imaginer qu'il y a un poste de vice-président qui va être créé. Donc, on peut ne pas créer le Conseil constitutionnel. Alors, ça profite au chef de l'État, ça ne profite pas aux Camerounais ou à la Constitution camerounaise. Ça profite au président Biya. Alors, quelle est sa dernière carte? Quelle est la dernière carte du président Biya qu'il prépare? Selon ma vision et ma visibilité en tant qu'homme politique, je pense que c'est un poste qu'il va créer à la veille de la fin de son mandat. Toujours est-il que je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Il est devant. Oui, voilà, il a suffisamment c'est un oracle, sur nous. Mais quand même, quand on regarde ce qui se passe, il a annoncé, on se souvient encore, en 2013, que le Conseil constitutionnel allait voir le jour avant la fin de l'année 2014. Mais un an après, rien n'a été fait. Quand même, cela pose problème parce que quelque part, le chef de l'État, ce n'est pas trop dans ses habitudes, c'est quelque peu dédié. Est-ce qu'il a un manque d'hommes susceptibles de gérer ce dossier? Je crois que si on lui aurait posé la question, ce serait mieux pour répondre à cette question. Nous sommes là pour... disons que j'ai essayé de lire la personnalité parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le président. Et pour moi, pour le comprendre, j'essaie de lire. J'ai lu le Code, j'ai lu Les secrets du pouvoir de Roger Nvana. J'ai essayé de comprendre qui est le président Biya. Le président Biya ne fait pas les choses de façon précipitée. Il prend la peine de bien réfléchir, de bien penser ce qu'il doit faire. Et lorsqu'il le fait, il le fait en âme et conscience. Je vais vous dire que quand vous dites que rien n'est fait, c'est aller vite en besogne. Parce que je crois qu'il est en train de faire des analyses. Il est en train de penser. On parle même des consultations. Consultations mais on s'en tient quand même à son discours de 2013. C'est lui qui l'avait souligné. Parce que au-delà... Et nous croyons d'ailleurs, comme plusieurs Camerounais, qu'il avait certainement mesuré l'ampleur. Parce qu'au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous pensez, le Conseil constitutionnel est le temple, c'est le gardien de la Constitution. Nous allons repréciser l'émission du Conseil constitutionnel tout à l'heure. C'est le gardien même des institutions camerounaises. Parce que le Conseil veille à la régularité de l'élection présidentielle, parlementaire, consultation référendaire, et il en proclame les résultats. Et ce qui est encore nécessaire, c'est que les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc c'est une instance sérieuse pour le Cameroun. On ne va pas prendre des hommes à la va-vite. Sinon, je crois que le pays sera à volo. C'est pour ça qu'on prend du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, asseoir les hommes nécessaires pour le faire. Et je le disais encore à mon entame, parce que je dis parfois des choses très pertinentes et très graves, avec beaucoup de sobriété. Nous n'avons pas fini avec le Sénat.
le Sénat ne s'est pas encore enraciné dans les procédures, dans les mœurs même de ceux qui l'animent et dans les mœurs des Camerounais. Alors, lorsque nous allons apporter notre institution, alors que l'autre n'est pas encore enraciné dans les procédures, dans les mœurs même de ceux qui l'animent, parce qu'il y a encore des conflits, il y a encore des problèmes de salaire, il faudrait qu'on aille pas à pas. Et certainement, lorsque le Conseil constitutionnel viendra, le Sénat aurait déjà pris la mayonnaise, la procédure sera déjà rodée et on pourra effectivement mettre sur pied notre institution. Et je vous rappelle encore que pour lancer des institutions comme celle-là, il y a des moyens humains, il y a des moyens financiers et effectivement, il y a une mobilisation de l'État qui nécessite beaucoup de moyens qu'il faille mettre sur pied. Et avec des problèmes que nous avons, des crises budgétaires, des crises financières, la guerre avec Boko Haram, ça devient un peu compliqué. Donc je crois que tout viendra à point, mais il faudrait que dès la limite, parce qu'il faut dire, les élections c'est en 2018, mais avant 2017, il faudrait que cette institution existe pour pouvoir garantir la loi. Alors, vous avez certainement écouté avec beaucoup d'attention oui, le docteur Meka. Oui, j'ai apprécié sa conclusion tout à l'heure. Vous avez un commentaire? Oui, je crois que, oui, M. Meka, les Camerounais qui l'écoutent, tout de suite, ils savent le jeu qu'il est en train de jouer. Mais c'est très dangereux parce que c'est avec des jeunes comme ça que je voudrais construire le pays. Il faut une honnêteté intellectuelle, vous comprenez. M. Biya, il est au 7e mandat. Au 7e mandat. Nous sommes en train de dire aux Camerounais, si on utilise la formule de M. Meka, nous sommes en train de dire aux Camerounais que M. Biya, s'il a été élu 7 fois, ses résultats ont été faussés. Parce qu'il n'y avait pas une institution qui a garanti le résultat de ces élections. Mais donc, il y a quand même... Vous ne pouvez pas dire que ça a été truqué. Quelque part, la Cour suprême... Monsieur Pied, justement pour... Tout à fait. La Cour suprême, parce que ELECAM, que ce soit ONEL, un machin, tout ça là, n'avait pas le pouvoir de promulguer même les résultats, ne serait-ce qu'au niveau même des régions. Sur le plan de la Constitution de 1996, il y a des réformes qui devaient être une fois de plus appliquées, mais donc, les organes qui avaient été mis sur pied... Non, la Cour suprême... Non, il n'y avait que la Cour suprême. Non, il n'y a que la Cour suprême. La Cour suprême, n'est-ce pas, en lieu et place du Conseil constitutionnel qui promulgue les élections. Oui. Mais nous sommes en train de dire que c'est le Conseil constitutionnel qui est le seul garant. Mais en lieu et place du Conseil constitutionnel, il y avait la Cour suprême. C'est ce que je dis, il y avait la Cour suprême. Donc il y avait les mêmes prérogatives. Non. Oui, il y avait la Cour suprême. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la Cour suprême. Continue. Alors que la Cour suprême, juste pas les mêmes prérogatives. Mon fils ne peut pas me remplacer. Vous comprenez? Mon fils ne peut pas, même s'il s'appelle Bouba, il ne peut pas être Bouba Michel, il ne peut pas être moi. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Donc, je dis, c'est un jeu de la politique politicienne. Les gens qui sont au pouvoir, ils se sont bien huilés de cette situation-là pour tronquer les élections et pour se maintenir au pouvoir pendant longtemps. Et la Cour suprême étant leur chose à eux, étant les choses. Donc, la décision de la Cour suprême n'était pas une décision suprême. Donc, on ne peut pas, une voie de recours ne peut pas avoir lieu. Or, au niveau du Conseil constitutionnel, dès qu'elle a promulgué les élections, il n'y a pas de recours. Et vous savez que ce même problème s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a ce problème. Quand le Conseil constitutionnel a promulgué les résultats, la Ouattara, qui a contesté, ne pouvait qu'utiliser la voie de la révolution telle qu'il a procédé pour arriver au pouvoir. Donc, non, vous ne le direz pas. Ouattara n'est pas arrivé au pouvoir par la rébellion, mais par voie électorale. Non, je n'ai pas dit j'ai dit la révolution. On sait comment Ouattara a délogé Babo. Non, c'était notre débat. C'était pas voie électorale. Non. N'en parlons pas justement parce que je veux dire le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Non, c'est la même chose. Ce que M. Meka semblait souligner tout à l'heure sur le processus justement qui est en marge, le processus de la mise en place des institutions sérieuses et crédibles, ne peut-il pas tenir la route? Le Sénat a encore quelques difficultés à se mettre véritablement sur pied. Non. On a encore écouté vendredi dernier, il y a encore des employés au Sénat qui manquent de salaire. Donc, progressivement, peut-être qu'on arrivera à avoir quelque chose. Non. Ça dit, je botte en touche ces raisons qu'on évoque ici. Le Cameroun, c'est pas un petit pays. Il ne faut pas prendre les Camerounais à la légère. Si les employés du Sénat ne sont pas payés, les sénateurs perçoivent leur salaire. Et on sait qui sont les sénateurs dans ce pays. Ces sénateurs ont été nommés par leur chef, par le président. Il y en a qui ont été votés. Non. Il y en a qui ont été vraiment, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Président Bouba, soyez sérieux. Nous sommes devant l'histoire
il faut qu'on rétrocède l'histoire. Monsieur Bouba, vous ne direz quand même pas aux Camerounais que... Président Bouba, soyez sérieux. Vous ne direz pas aux Camerounais quand même qu'il n'y a pas eu vote au Cameroun. Les conseillers municipaux ont voté les sénateurs. Vraiment, soyez sérieux. Vous savez très bien que quand vous parlez de vote, quand on parle de vote, le vote c'est démocratique. Hein? Le vote c'est démocratique, les gens partent dans les urnes et choisissent des gens. Vous ne pouvez pas dire... Non, vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux, ne rentrons pas dans ce débat. C'est à vous qu'on demande d'être sérieux. Hein? Non, je dis vraiment, soyons sérieux. Nous savons comment certains sénateurs, ils sont retrouvés au Sénat, ont été choisis et on a donné leur nom. Et leur nom, on a fait semblant de passer à une élection et ces gars sont retrouvés au Sénat. Voilà, donc c'est le débat. Donc, je vais dire, si les employés, tout à fait, alors, si les employés du Sénat ne sont pas payés, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que, en réalité, il y a beaucoup de salariés au Cameroun qui ne sont pas payés. Vous comprenez? Mais que ce soit les sociétés privées ou dans certains secteurs parapublics qui ne sont pas payés, les gens n'ont pas de salaire. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'existe pas ou ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Vous savez les véhicules qu'on a donnés aux sénateurs. Vous savez les primes que ces sénateurs, on les verse tout le temps dans les comptes. Donc, c'est le comportement des employeurs. Si le président du Sénat et ses acolytes ne veulent pas payer les employés, ça c'est leur problème, c'est peut-être la mauvaise foi. Mais peut-être d'ici, comme les médias portent ce problème, peut-être d'ici quelques temps, quelques jours ou quelques semaines, ces employés seront payés. Ça, c'est pas un problème de la mise sur pied des institutions. Je crois que la mise sur pied du Conseil constitutionnel ne devait pas avoir lieu avant 2018. C'est quelque chose qui devait exister depuis longtemps pour crédibiliser l'élection présidentielle. Non, pas électorale. L'élection présidentielle surtout au Cameroun. Donc quelqu'un ne peut pas venir au pouvoir, il traverse 7 mandats et il vous fait savoir que non, c'était pas important. C'est lorsque je vais vouloir sauter, faire la saute mouton à mon dernier mandat où tous les Camerounais savent que je ne peux plus me représenter, je mets le conseil. Il ne faut pas manipuler. Je vous ai dit que c'est une affaire de la politique politicienne. D'accord. Et qui profite... Non, laissez-moi conclure. Oui, vous allez revenir. Hein, vous allez revenir. On a encore une dizaine de minutes à passer sur la question. Okay. André Oltomeka, ce que dit quand même le président Bouba est suffisamment grave. Hein. Comme quand on l'écoute, on a de fortes raisons de s'interroger. Est-ce que la mise en place du Conseil constitutionnel ne devrait pas être véritablement effective pour éviter ce genre de point de vue aussi figé? Disons que moi j'ai toujours de la peine à discuter avec le président Bouba, qui est un ami, parce que c'est l'un des politiciens qui essaie dans la mauvaise foi. Dans la mauvaise foi parce que lorsqu'il dit que les sénateurs ont été choisis, je n'en disconviens pas, puisqu'il y a une partie, parce que nous parlons devant le monde entier, il y a une partie des sénateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Il y a une autre partie des sénateurs qui ont voté et qui ont fait la campagne. Et cette campagne, je vous assure, c'est peut-être parce qu'il n'est pas très introduit dans les milieux politiques du RDPC, c'était vraiment houleux. C'était très houleux. Nous avons vu des tractations, des campagnes dans toute la République du Cameroun, c'était houleux. Donc, j'aimerais que lorsqu'il prend la parole dans des plateaux aussi sérieux que ce plateau, qu'il puisse dire aux Camerounais la vérité. La vérité, c'est qu'il y a eu élection, il y a eu des nominations. Et nous avons vu effectivement des batailles où le RDPC a été obligé d'appuyer un parti politique de l'opposition à l'Ouest, où on lançait des mots d'ordre et où il y a eu même des répliques et tout. C'était tellement animé, c'était tellement intéressant que nous avons su que la démocratie est vraiment avancée au Cameroun. Ça, il faut le dire. Maintenant, ce que je veux dire par rapport au Conseil constitutionnel, c'est que il faut des hommes. Il faut des hommes intègres. Il faut des hommes expérimentés. Il faut même qu'il y ait une concertation de la plateforme politique au Cameroun pour mettre ce conseil. Ça, M. Bouba n'en parle pas. Lui, il est dans la spirale du président Biya. Il faudrait effectivement qu'il y ait une plateforme de la société civile, des partis d'opposition et du pouvoir pour créer un consortium, pour créer un consensus autour du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, ce ne sera pas seulement le RDPC ou l'État, même si les membres du Conseil constitutionnel, comme le dit la Constitution, sont nommés par le président de la République. Pas tous, je vais revenir sur les différents rôles du Conseil constitutionnel ainsi que sur les membres qui devraient constituer. Il faut d'abord qu'il y ait une machine politique, une plateforme politique où les hommes politiques de toute obédience s'asseyent pour pouvoir discuter. Pourquoi jusqu'à présent cela n'est pas fait? Est-ce que cela ne dénote pas d'une sorte d'immobilisme qu'on observe? Parce qu'on se serait quand même attendu,
il y a eu depuis 1996, je le soulignais, cela fait 19 ans. En 2001, en 2004, on a eu une sorte de frémissement autour avec la réorganisation des tests qui devaient mettre justement en branle le Conseil constitutionnel. Et en 2013, il est revenu justement le chef de l'État dans son discours pour dire que le Conseil constitutionnel sera véritablement mis en branle. Mais depuis là, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein, quoique vous ayez dit le contraire tout à l'heure, il y a une sorte d'immobilisme. Il y a eu des contingences. Il y a eu des contingences. Selon vous? Et il y a eu un avatar immense. Vous savez, la guerre contre Boko Haram a mobilisé, a focalisé le gouvernement vers cette gangrène qui était déjà un danger exponentiel. Et je crois, je ne suis pas devin, que cela a mobilisé le gouvernement, a mobilisé les efforts du pays, que effectivement ça a gelé un peu le remaniement ministériel, parce qu'il fallait avoir effectivement une équipe solide, une équipe consensuelle autour de cette menace qui venait de l'extérieur. Et ça a également annihilé cette perspective de mettre une institution pendant que le pays brûle au Nord Cameroun. Je crois que ça a été une contingence, un avatar assez sérieux pour l'embouchure, n'est-ce pas, de la mise en place de cette instance. Avec André Tormeka, qu'il y a véritablement une contingence, il a souligné avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, la lutte contre Boko Haram, qui serait d'ailleurs une des parties de cette émission, a quand même cristallisé assez d'énergie au Cameroun. On a vu le chef de l'État déclarer la guerre au Perron de l'Élysée. C'est vrai qu'on aurait voulu que cela se fasse à l'Assemblée nationale. On a vu le chef de l'État sur plusieurs fronts redéployer même les troupes avec, au travers, je veux dire, du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense. Donc il y a eu certainement beaucoup de convergences qui auraient peut-être quelque peu bloqué le processus de mise en branle de certaines institutions, notamment le Conseil constitutionnel. Oui. C'est pas un argument à prendre avec beaucoup de sérieux? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, ça ne ressemble même pas à un argument. Il faut faire très attention. Quand moi je parle, j'apprécie ce qu'il a fait comme remarque sur ma personne. Vous comprenez? Quand il va me taxer d'un homme politique de mauvaise foi qui ne veut pas reconnaître certaines choses, je suis un véritable patriote. Vous comprenez? Ce n'est pas une je suis jaloux. On le lui pardonne. Voilà, je suis jaloux de ce pays. Je suis vraiment très aigri de constater que les Camerounais souffrent dans un état, dans une situation où on pouvait vraiment avoir des solutions, où on a tous des moyens, on a des hommes et tout, on a des intelligences. Mais d'ailleurs, c'est plutôt en face, c'est plutôt du côté du pouvoir qu'on trouve des gens qui sont de mauvaise foi. Vous comprenez? Regardez un argumentaire qu'on tient, et c'est avec ça qu'ils vont se balader maintenant jusqu'en 2018. Ils vont commencer à nous dire que s'ils n'ont pas réussi ci, ils n'ont pas réussi ça, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, c'est parce que Boko Haram est sur le territoire camerounais, Boko Haram est en train de tuer les Camerounais, Boko Haram est en train de détruire les centrales à gaz, les centrales hydroélectriques, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Je dis faisons très attention, vous comprenez? Moi, j'ai 43 ans, je suis un père de famille, monsieur, je nourris mes enfants, je les envoie à l'école, je les éduque. Donc je sais que ça c'est mon pays, je ne suis pas un étranger ici. Mais au contraire, ceux qui sont au pouvoir se comportent comme des étrangers. Il y a tout dans ce pays, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que nous ayons des institutions fortes et représentatives. Si les petits pays comme le Tchad, le Gabon et tout cela, ils en ont. Regardé, quand le président Omar Bongo était mort, qu'est-ce qu'il a remplacé? C'est une dame qui était présidente du Conseil constitutionnel. Comment un pays comme le Cameroun, aussi riche, de plus de 20 millions d'habitants, on peut dire qu'on ne trouve pas les hommes. Il commence à dire que, M. Meka commence à dire qu'il y a des concertations, il y a des machins. Maintenant, il dit Boko Haram et tout. Faisons très attention. Il y a tout ce qu'il faut dans ce pays. Donc, je vous ai dit que c'est de la politique politicienne. Je comprends qu'il est un socio, vous avez dit socio quoi là? Socio-communicateur. Voilà, socio-communicateur, ce n'est pas un homme politique. Nous faisons de la politique tout le temps. Vous comprenez, nous sommes conviés, nous avons des concertations, nous sommes réunis tout le temps, nous discutons des affaires de ce pays. Je vous fais savoir que même les bailleurs de fonds
ont demandé que le Conseil constitutionnel soit mis sur pied. Et avant, c'était le Sénat. Vous êtes des journalistes, vous avez souvent mis ça dans les médias. La France l'a fait, les Américains l'ont fait sous l'ancien ambassadeur. Ils ont demandé, ils ont rencontré le président plusieurs fois. Ils ont dit que non, il faut faire asseoir toutes les institutions pour qu'au cours des élections, que l'opposition ou la société civile ne conteste pas, pour que ces institutions-là puissent superviser, organiser et donner les résultats. Vous n'avez pas tout le temps fonctionné avec une institution comme la Cour suprême pendant plus de 30 ans que vous avez hérité le pouvoir et vous restez là et vous dites que vous êtes élu et vous êtes élu démocratiquement. C'est ça mon point de vue. Vous ne pouvez pas rester avec quelque chose qui ne tient pas, quelque chose qui n'a pas un pouvoir juridique s'il y a une contestation pour dire que c'est cette chose-là qui vous choisit ou qui décide que vous êtes président de la République. Donc voilà le fond. Et donc maintenant le problème. Je ne sais pas si vous allez parler de Boko Haram. Donc, le problème de Boko Haram, qu'on vient de dire au Camerounais qu'il y a ceci. Le problème est la crise économique, la crise sociale, lui qui est sociologue, la crise sociale, même la crise de communication au Cameroun, ça ne découle pas des problèmes financiers. C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Oui, permettez qu'on évolue et qu'on chute par là. Monsieur André Luton, est-ce que vous avez la ferme conviction que le Conseil constitutionnel sera véritablement mis en branle dans les jours qui viennent? Moi, je crois au président. Je crois au président. Et la parole présidentielle est une parole sacrée. Elle a été donnée en 2013. Elle a été donnée, elle a toujours été donnée. Elle est récurrente dans ses discours. Je crois que cela va se faire. C'est un problème de temps, c'est un problème de minutie et de tact, parce qu'il ne faut jamais se tromper sur les hommes. Il ne faut jamais se tromper sur le timing, parce que le temps aussi en politique, parce que lorsque vous lisez Paul Ricoeur, il démontre effectivement que le temps est précieux dans les actes. Le temps est précieux dans l'histoire. Et je crois qu'avec le temps, et il a souvent toujours eu cette sagesse de faire les choses au moment où on ne s'attend jamais et de les faire bien. Et je crois que le Conseil constitutionnel sera là et devrait être là pour les élections en 2018. Moi, je vais vous dire, contrairement à ma sensibilité politique, parce que je suis du RDPC, je suis effectivement pour la biométrie effective, c'est-à-dire biométrie où on peut, à l'entrée et à la sortie, on peut véritablement identifier le Camerounais, même avec l'ADN, même avec l'iris. Je suis pour les élections à 2 tours, pour pouvoir effectivement avoir une campagne politique très affûtée. Vous êtes de l'aile progressiste? Oui, et je suis aussi pour qu'il y ait toutes les institutions au Cameroun. Mais je comprends aussi la difficulté que nous avons avec la mauvaise foi et des problématiques que vous connaissez de coups d'état scientifiques où on boycotte tout pour que rien ne marche, où on entre dans la machine pour gripper la machine. Il est bien évidemment clair que le chef de l'État peut aussi avoir de la réticence par rapport à la précipitation. Alors, vous pensez que cela quand même pourra prendre corps, malgré les aléas qui ont été présentés tout à l'heure et surtout qu'on dit, on a l'habitude de le dire, le temps du président n'est pas le temps de la rue, comme on la presse. Non, non. Quand on dit que le président, il y a le temps, moi je ne vois pas quel temps. Je ne vois pas quel temps vous voulez donner aux Camerounais. Je ne vois pas quel temps est-ce que nous devions attendre pour mettre sur pied le Conseil constitutionnel, M. Mekan. Heureusement que vous avez dit aux téléspectateurs, moi je croyais que vous parlez au nom de la société civile, que vous êtes un militant du RDPC. C'est pour ça que vous avez cette posture. Autre, hein. Oui, bien sûr. Moi je ne suis pas qu'un président de parti. Moi je suis chef d'entreprise. Je suis un père de famille. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc on a beaucoup de responsabilités dans la vie, mais ici nous parlons des problèmes, de la problématique de notre pays, de tout ce que nous vivons. Donc, je crois que le Conseil constitutionnel, pour vous, sera quand même... Non, je vous ai dit que, de point de vue stratégique, sur le plan politique, il faut bien que si M. Biya doit se représenter en 2018, qu'il fasse croire aux Camerounais qu'il est en train de mettre sur pied les institutions. Donc, vers 2017, il va mettre sur pied le Conseil constitutionnel. S'il ne va pas se représenter en 2018, il partira sans le Conseil constitutionnel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je l'ai dit ici. Bon, on a dit que je lis dans la boule de cristal. Je vous dis, parce que en tant qu'un homme politique, il n'y a que ça. Et en dehors du Conseil constitutionnel, il y a beaucoup d'autres éléments qu'il aura tendance. Mais je dis, il ne faut pas qu'on s'appuie, parce que c'est l'argumentaire que les gens du RDPC sont en train de développer pour dire que la guerre contre le Boko Haram, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous attaquer à une petite rébellion. Vous commencez. On n'a pas le droit. Le temps pour moi de dire aux téléspectateurs pour leur gouverne que le Conseil constitutionnel est l'une des institutions nouvellement créées ou créées par la loi
numéro 96/06 du 18 janvier 1996, portant notamment révision de la Constitution du 2 juin 1972. En son article 46, notamment, la Constitution le définit comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois, on l'a souligné. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Il statue souverainement dans son domaine de compétences qui porte, entre autres, sur les points suivants. On parle de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, entre les régions. L'article 48 stipule que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, ainsi que les consultations référendaires. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de ces consultations. Il se compose de 11 membres désignés pour un mandat de 9 ans, renouvelable bien sûr. Ces membres sont nommés par le président de la République. Ils sont désignés d'ailleurs de la manière suivante. 3 pour le président du Conseil, 3, notamment le président du Conseil, nommé par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale après avis de son bureau, 3 par le président du Sénat après avis de son bureau, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Apparemment, les membres du Conseil national de la magistrature ont été connus et on l'a d'ailleurs souligné encore ici. Le Conseil constitutionnel au Cameroun est pour l'instant géré par la Cour suprême qui tient lieu et place de cet organe, qui, je le disais encore, est attendu depuis 19 ans au Cameroun et 11 ans après l'organisation, après son organisation, après la mise en place véritable des tests régissant son fonctionnement. Donc, on attend, on espère que, vous avez vu, c'est un important organe qui aura un rôle très important à jouer dans le processus électoral. Avec votre permission, en quelques 15 minutes, on va parler, en cette troisième partie, des relations entre le Cameroun et le Nigeria. On sait justement que le chef de l'État était attendu au Nigeria mardi dernier, je le souligne encore à l'entame de cette émission, sur le sommet de la lutte contre la secte islamique Boko Haram, mais il a choisi de se faire représenter par le ministre délégué auprès de la présidence de la République en charge de la défense, Edgar Alem Bingo. Au cours de ces travaux, le Nigeria a pris la tête des opérations de la force d'intervention conjointe multinationale dont le quartier général est basé en N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Voilà, donc c'est un sujet suffisamment important. On a parlé également de la lutte contre Boko Haram ici. André Lutombeka, comment peut-on interpréter une fois de plus l'absence du chef de l'État à un sommet aussi important comme celui d'Abuja? Disons que le chef de l'État était présent par le ministre délégué à la Défense, son Excellence Alem Benga. Vous savez, parce que je connais l'administration, j'ai la chance d'être dans l'administration déjà, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la décentralisation des pouvoirs et la technicité, c'est-à-dire la compétence, est-qualité. Et je crois que dans un sommet où on parle de techniques de défense, où on parle de stratégie d'armée, je crois qu'il n'y a pas meilleure personne que le ministre de la Défense. Bon, bien évidemment, c'était un sommet où il y avait des chefs d'État et je savais que vous alliez me le répliquer. Justement, on voulait revenir parce qu'on parlait tout à l'heure de ses pairs africains. Edgar Alem Bingo était l'un des rares ministres de la Défense à la table des autres chefs d'État. Là où on aurait attendu justement de voir, où on se serait attendu de voir le président Biya. Et on a vu Idriss Déby, on a vu Mohamedou Buhari, on a vu plusieurs autres présidents, notamment Boni Yayi du Bénin. Donc, on se sera quand même attendu. Je l'ai souligné tout à l'heure, voir également le chef de l'État aux côtés de ses pairs africains. C'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'il y avait des chefs d'État qui étaient certainement à ce sommet et qui ont pris des mesures fortes. Mais vous savez, notre président, il faut le connaître, c'est un président omniprésent, présence in absentia, c'est-à-dire qu'il est présent et n'étant pas là, mais il agit dans une diplomatie secrète. Parce qu'il faut savoir que la diplomatie secrète
existe. Bien avant, certainement, que le ministre participe, il a pu certainement causer avec ses homologues pour prendre des grandes lignes et certainement envoyer son proche collaborateur. Donc, il ne faut pas toujours penser que s'il n'est pas physiquement dans la scène, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas ça en diplomatie. Je crois que notre président est l'un des présidents les plus diplomatiques, les plus présents dans toutes les concertations dans le monde. Alors, vous êtes de cet avis, Michel Bouba? Vous voyez que je garde quelques secondes avant de parler. J'aurais cru que vous êtes sur le point de venir à fond. Monsieur Thierry Nyopé, je suis un garçon, j'ai reçu mon éducation de ce pays par des bons éducateurs. J'ai fait Libéman de Saker et j'ai fait Ngouakele. Évitons de dire n'importe quoi quand nous sommes branchés aux yeux du monde. C'est très grave. C'est très grave. D'autant que nous sommes en train de dépenser des milliards de francs de nos propres poches, de nos économies, pour lutter contre une rébellion qui est logée quelque part au Nigeria. C'est très grave. Vous avez vu le chef de l'État se faire représenter à l'investiture de M. Mohamed Bouhari par un vice-premier ministre, Amadou Ali. Et maintenant, quand il y a un sommet pour parler du problème qui nous concerne, particulièrement la vie des Camerounais. Moi, je suis un gars ressortissant du Nord. Je suis de Garoua, je suis un gars Moundang. Même si ma mère est du centre. On a tué plus de 2600 Camerounais à l'extrême Nord. Vous avez les preuves de ces chiffres? Plus de 2600. Il y a une télévision quelconque qui est en train de parler de 1400 et poussières. Je parle de 2600. Monsieur Bouba, je vous propose de relativiser à ce niveau. Hein, parce que la bataille des chiffres, c'est tout un autre problème. Parlons des milliers. Parlons des milliers de Camerounais. Oui. Sans compter des centaines de soldats. Et ce que ça nous coûte en termes de poids financier et la répercussion sur l'économie. Dans le pays de la ménagère, sur le plan économique, nous souffrons. Les arachides ont grimpé. Les sacs de riz ont grimpé. Le coton est devenu rat et tout ça là. Vous ne pouvez plus acheter un matelas. Mais qu'il y ait un sommet comme celui-là, qu'on nous dise que quelqu'un, monsieur Alain Mbengo n'est pas ministre de la Défense. Il est ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est le chef de l'État. Et puis, monsieur Alain Mbengo, qui est un grand frère que je respecte et que j'apprécie beaucoup, parce que depuis que cette guerre a commencé, il y a deux grandes personnalités de la République qui sont chez la sécurité. Il y a monsieur Mbagangele, le délégué général national. Ils sont au foyer moulin. Mbengo a maigri parce qu'il se bat, il a l'extrême nord tout le temps, que j'apprécie et qui donne tout. Mais que le président de la République, que c'est un moment idoine, il a loupé d'assister à l'investiture de son homologue, mais qui n'assiste pas à cette réunion qui était le centre des décisions. Pour lutter contre la nébuleuse, que le président n'assiste pas et qu'on nous dise qu'il a été représenté. Qu'est-ce qu'on parle de la diplomatie? La diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est l'absence. La diplomatie, c'est la présence. Mais cela peut être dû à quoi? Est-ce à dire que le chef de l'État évite réellement le président, son Nigérien, Mohamedou Bouhari? Selon vous, qu'est-ce qui fait problème? Mais il va l'éviter, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va l'éviter? Qu'est-ce qui fait problème selon vous? Pourquoi il va l'éviter? Bouhari, il est présent au Nigeria, le président est présent au Cameroun. Mais ce sont des mauvais conseils, comme M. Meka est en train de dire, qu'on peut déléguer quelqu'un. Non, je crois que la meilleure façon de dire au président, c'est que non, monsieur le président, comme il a eu à commettre ses erreurs, moi je parle parce que ça, maintenant dans notre pays, ça n'est pas de président bien. Le président de la République doit tout faire. Envoyer des émissaires, cette fois-ci, auprès de M. Bouhari et l'inviter au Cameroun. Parce que c'est comme ça qu'on fait. L'inviter au Cameroun pour qu'il discute, qu'il le contente, parce que M. Bouhari doit être fâché. Que nous avons un problème en commun. On a un ennemi en commun, mais depuis, je ne te vois pas. Le président est en bonne santé au Cameroun. Il nous a dit ça à la télévision quand il est revenu des événements de Genève. Il est en bonne santé. Mais ça coûte quoi au président d'aller embrasser son homologue? Nous avons des problèmes. L'affaire contre le Boko Haram, c'est une affaire à long terme. Le président l'a dit dans son discours, dans une interview. C'est à long terme. Alors si tu commences à éviter les gens avec qui tu vas t'asseoir pour discuter, vous croyez que le Niger ou le Bénin est plus impliqué dans cette histoire que le Cameroun? Non. Mais je vous fais savoir qu'avant que cette réunion ait lieu, Yaya Boni a été reçu en France. Le président du Niger, comment on l'appelle, a été reçu en France avant que cette concertation ait lieu. Il y a eu des émissaires. Le ministre de l'Intérieur français, c'est Bernard Courneuve. Il était ici, il a rencontré le président camerounais.
l'autre est venu, même l'ancien président, l'ex-président des Affaires étrangères, est venu rencontrer le chef de l'État. Il y a eu des concertations. Donc il y a eu il y a eu une proposition de la France, de la part du Cameroun, parce que c'est à Paris que le président avait déclenché la guerre contre le Boko Haram. Donc le président de la République a intérêt à inviter son homologue nigérian ici au Cameroun, ou d'aller le rencontrer physiquement pour apporter l'apaisement, parce que c'est lui-même le président qui a créé des tensions entre les deux. D'accord, c'est compris à votre niveau, à notre niveau. André Tormeka, quand on regarde ce qui s'est passé au Nigeria, est-ce que le chef de l'État n'a quelque peu pas raté une fois de plus une occasion de se mettre en évidence dans cette croisade contre la secte islamique Boko Haram, parce que nous ne l'oublions pas, il avait clairement déclaré la guerre. Il y a cette nébuleuse, et il a d'ailleurs salué l'engagement de ses compatriotes qui, au quotidien, mettent leur argent. On parle déjà de plus de 2 milliards de francs CFA injectés par la population camerounaise pour soutenir leur armée. N'était-il pas idoine d'être aux côtés de ses pairs pour trouver, pourquoi pas, la synergie ou la stratégie indispensable, je voulais dire, pourquoi pas mettre hors d'état de nuire Boko Haram. Bon, il faut faire attention parce que le président Bouba dit des choses. Le président c'est lui qui a mis le désordre, il doit se rapprocher de Muhammadu Buhari et tout. Entre présidents, ça ne se gère pas comme ça. Donc, il y a un certain nombre d'égards avec des homologues. Vous permettez. Entre présidents, ça ne se gère pas comme ça. Vous ne voyez pas les présidents français se rabaisser auprès des présidents africains pour obtenir quelque chose? Monsieur Bouba, vous permettez. Allez-y. Donc, je dis entre présidents, ça ne se gère pas comme ça. Ce n'est pas qu'il faut se rapprocher de l'autre, ce n'est pas comme ça. Il y a des méthodes assez sophistiquées. Oui, les usages diplomatiques sont assez compliqués. Voilà, donc ça se gère avec les chancelleries et les ambassadeurs. Bon, j'invite quand même monsieur le président à mieux s'informer dans la diplomatie, comment ça se passe. Bon, maintenant, pour aller un peu plus sérieusement au fond du problème, vous savez, depuis Obasanjo, il y a une sorte de, j'allais dire une sorte de main basse. Il y a, j'allais dire, quelques remous par rapport à la relation Cameroun-Nigeria. Parce qu'il ne faut jamais oublier, et les Camerounais doivent le retenir aujourd'hui, que le triomphe que nous avons eu devant Bakassi n'a jamais plu aux Nigérians. Et effectivement, ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a certains qui ont pensé que le président Obasanjo avait passé la main au président Biya. Et depuis le départ du président Obasanjo, que ce soit Goodluck Jonathan, que ce soit Muhammadu Buhari, ce n'est pas la bonne amitié. Il faut le savoir. Parce qu'effectivement, Bakassi représente un certain nombre de grands enjeux économiques et pétrolifères qui font en sorte que le Nigeria se tourne toujours les pouces et regrette effectivement que cela soit passé comme ça avec l'appui des États-Unis. Donc, il faut savoir qu'il y a ça sous la table qui fait en sorte que les relations ne soient assez froides. Mais je pense que lorsque la diplomatie est ainsi tendue, il ne faut pas aussi négliger le président Paul Biya. Je crois que c'est le seul chef de l'État, c'est le seul pays qui a tenu Boko Haram en haleine pendant au moins près de 2 à 3 ans déjà. Il faudrait quand même le savoir, parce que lorsqu'on vient à la télé, on commence à dire le président Biya fait ceci, le président Biya fait cela. Je crois que s'il y a un pays qui a maintenu, qui a fait en sorte que Boko Haram rebouche chemin, c'est le Cameroun. Sans qu'il y ait le Tchad, sans qu'il y ait le Nigeria, on a tenu cette affaire avec le président Biya. Lorsqu'il a dit qu'il déclare la guerre à Boko Haram, les choses ont changé. Il faut les choses ont changé, André Tormeka, mais il se Oui. trouve justement que jusqu'ici, toutes les initiatives, ou plusieurs les initiatives prises jusqu'ici pour contrer la secte islamique Boko Haram ont été salutaires, mais pas assez, parce que la secte islamique Boko Haram continue justement de dicter sa loi. Et on note d'ailleurs qu'entre février ou depuis février, face à l'expansion des insurgés, les armées du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun ont déjà engagé une offensive, on le dit encore, contre cette nébuleuse qui a subi une série de revers. Mais le groupe armé reste une menace, et depuis la fin du mois de mai, il a multiplié ses attaques au Grand Nord, faisant plus de 109 victimes. Ce sont des chiffres qu'on a jusqu'ici. Il y a plusieurs kamikazes, d'ailleurs, se sont fait exploser à la bombe. Mais qu'est-ce qui
fait en sorte que malgré tout cela, la secte islamique Boko Haram continue quand même d'exister, continue à dicter sa loi. Tout récemment encore, en début de semaine, ils ont enlevé des camions au Cameroun et ont traversé la frontière pour le Nigeria. Pourquoi ça ne porte pas? Disons que ça porte. Et c'est une guerre d'usure. C'est une guerre qui, d'après les informations que nous avons reçues, il paraît qu'ils reculent à tour de bras et ils se rechargent, effectivement. Et le président de l'Assemblée nationale a encore dit qu'il y a des complicités au Cameroun parce qu'on pense effectivement qu'ils ne peuvent pas avoir un terreau fertile s'il n'y a pas de complicité au Cameroun. Je crois que le renseignement doit beaucoup fonctionner, notamment avec la France et tous les pays amis, pour pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, l'information et pouvoir absoudre ou alors tenir ce qui leur permettent d'avoir des informations pour agir. Mais je crois qu'avec l'implication du Tchad, qui a fait un travail assez impressionnant, et avec Mouhamadou Bouhari, qui vient, et je sais, au sommet, ils ont dit qu'ils vont offrir 100 millions de dollars pour pouvoir renforcer la force multinationale mixte. Cela démontre effectivement qu'il y a une coalition tout à fait forte qui va venir ébranler cette secte. Voilà, avec vous, peut-être pour sortir de ce sujet, parce qu'il nous reste en quelques minutes, le dernier sujet sur le Conseil national de la communication, c'est que la force militaire qui devrait être opérationnelle d'ici le 30 juillet prochain est placée sous le commandement du Nigeria. Une concession qui a été faite d'ailleurs au nouveau président nigérian Muhammadu Buhari. Mais, président Bouba, est-ce que vous pensez que cette force mixte pourra porter quelque chose de nouveau dans cette croisade contre Boko Haram? Oui, je crois que, avant de répondre à votre question, beaucoup de Camerounais qui me suivent actuellement savent qu'il y a un documentaire qui a été retenu sur le comportement des Camerounais, les différents mouvements qui ont été organisés sur le triangle national, et dont je suis le premier leader à qui on donne la parole dans ce documentaire. C'est un documentaire historique. Je n'ai pas demandé d'être dans ce documentaire, les gens m'en ont informé et j'ai vu ça. On appelle ce documentaire Immersion, ça passe à la CRTV. Donc, comme pour dire que dans cette histoire de Boko Haram, j'ai été le tout premier, avant même que, quand il y avait les enlèvements, quand on enlevait les expatriés sur le territoire camerounais à l'extrême nord et tout, on amenait, où nous payons la rançon pour les libérer, pendant que nos propres compatriotes, quand ils sont enlevés, on ne paye pas la rançon. J'étais le tout premier invité au moins 3 fois sur 3 plateaux où j'ai menacé Aboubakar Shekau. Je l'ai menacé, je lui ai donné rendez-vous de venir sur le territoire camerounais face à face avec moi, parce que j'étais prêt à donner ma vie, n'est-ce pas, pour libérer le pays. Donc il ne faut pas que quand je parle, quand le Cameroun est attaqué, j'apprécie le comportement du chef de l'État, du président Biya, j'apprécie son comportement, mais son comportement est très insuffisant. Pour des jeunes comme c'est très insuffisant. D'abord, premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a des réfugiés. Depuis que cette guerre a commencé, il y a des centaines, des dizaines de milliers de réfugiés à l'extrême nord. Il devait aller les réconforter. C'est lui le père de la nation. Et il devait aller aussi rencontrer des soldats, n'est-ce pas, qui perdent des jambes, qui perdent, je ne sais pas, leur vie et tout et tout. Et les rencontrer, et les rapporter, les booster le moral. En tant que le chef des forces armées, depuis il n'est pas allé à l'extrême nord. C'est le ministre délégué à la Défense qui s'en va à l'extrême nord tout le temps avec le chargé, M. Meka, le chef d'état-major, qui part à l'extrême nord, alors que lui, le chef des forces armées, devait être là-bas. Il n'a jamais mis pied, ça fait, il a dit plus de 2-3 ans. À vous imaginez que votre président national du parti, M. Biya, ne parte pas, lui qui a déclaré la guerre, ne parte pas réconforter. Et il n'a jamais reçu les familles à la présidence. Et il n'a même pas demandé qu'on les reçoive. Les familles des gens endeuillés, n'est-ce pas, que ce soit la primature. Donc, c'est un échec patent, n'est-ce pas, de sa ligne de contribution pour la lutte contre Boko Haram. Parce que les conséquences, il doit les endosser. Parce que c'est lui qui a déclaré la guerre. Il n'y avait pas encore la guerre, il a déclaré la guerre. Bon, maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé au Nigeria, je crois que cette plateforme-là, cette commission qui est mise sur pied, n'est-ce pas, ça a vraiment la bienvenue. C'est ce qu'il fallait et c'est ce qu'il faut. Parce qu'en Afrique, une main ne peut pas emballer un paquet. C'est 2 mains. Donc il faut que, voilà, il faut que tous ces pays se mettent ensemble pour pouvoir combattre cette secte islamiste. Il ne s'agit pas de la guerre. Il s'agit d'une petite rébellion qu'on peut nettoyer, qu'on peut encercler, n'est-ce pas, et détruire. Et si on voulait agir du côté du Cameroun, il faudrait bien l'autorisation du chef de l'État et non du ministre délégué. Voilà pourquoi je dis avec force et détermination que la présence du chef de l'État ou le rapprochement du chef de l'État auprès du président nigérian est
important. C'est compris. Mais toujours est-il que le ministre Edgar Alain Mebengo, qui représentait le chef de l'État, agissait également en son nom. En lieu et place. En lieu et place. Comme la Cour suprême a agi en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous agissez toujours au Cameroun en lieu et place. André Omega, peut-être pour sortir, oui. Non, je crois que la force multinationale mixte est encore un élément porteur. On parle de 8700 hommes qu'on va envoyer dès le 30 juillet. Oui. Et les 5 pays qui ont assisté ont dit qu'ils vont effectivement mettre dans la cagnotte de la force 30 millions de dollars pour pouvoir équiper les locaux. Donc ça veut dire qu'il y a un consensus notoire autour de la bataille. Il y a effectivement une force, une ceinture de sécurité que les pays du lac Tchad, du bassin du lac Tchad ont mis pour pouvoir faire reculer la menace. Et je crois effectivement à cette volonté globale de ces pays pour pouvoir booster cette guerre hors du territoire. Mais je crois aussi certainement à la présence, pas seulement physique, mais à la présence d'esprit, à l'expérience du chef de l'État, le président Paul Biya, qui est le doyen et qui a toujours su pouvoir donner conseil, pouvoir encadrer, n'est-ce pas, ces jeunes homologues. Et je crois que m'eût été certainement son courage, m'eût été sa détermination. Je ne sais pas si les autres auraient eu ce courage-là, parce qu'il faut dire qu'il a été le premier à déclarer la guerre. Il a été le premier, effectivement, à militariser le Grand Nord et à faire repousser la menace. Et ça a apporté effectivement ce courage de la part des autres. Donc je dis, c'est un président qu'il faille féliciter, que les Camerounais devraient féliciter, parce qu'il a quand même épargné aussi cette menace qui était déjà en train de devenir grandissante. Donc j'ai espoir qu'effectivement cette menace sera reculée, même comme je sais, et les informations le prouvent, qu'ils ont dit que c'est une guerre d'usure, une guerre qui va certainement être à plus de 10 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser notre Cameroun. Mais je suis déjà fier que les Camerounais ont pris à cœur cette bataille et nous sommes de tout cœur avec le chef de l'État, le président Paul Biya et son armée pour pouvoir vaincre Boko Haram. Voilà, on va aller vraiment pas de cours, c'est en quelques 5 minutes et on sait que le Conseil national de la communication sera en difficulté depuis un temps. On le souligne encore tout à l'heure parce qu'après avoir pris des sanctions sévères, qualifiées très sévères, contre certains médias, recensés dans la télévision, la presse écrite, la radio. Il fait l'objet de nombreuses attaques de la part des professionnels des médias. Certains sont même allés jusqu'à entrer en rébellion avec cet outil qui était censé jouer le rôle de régulateur du paysage audiovisuel au Cameroun. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, par la voix de son président, Denis Kouibo, a d'ailleurs demandé à ses confrères de refuser de déférer aux convocations de cet organe-là. André Omega, je commence par vous, vraiment pour sortir. Comment avez-vous, vous en tant que journaliste en même temps, vous avez été rédacteur en chef au journal Le Front à l'époque, comment avez-vous accueilli ces sanctions du Conseil national de la communication? Bon, disons que j'ai un sentiment mitigé. Un sentiment mitigé parce que je trouve qu'il y a une emprise très très forte du Conseil national de la communication sur les médias. Et en aval aussi, j'ai aussi une crainte que le journalisme ne puisse pas respecter la déontologie. D'abord, il y a un débat qui existe sur la légalité des actes du vice-président Peter Essoga qui assume l'intérim. Et il faudrait que ce soit clair, et que ce soit clair à jamais. Parce que le président par intérim Peter Essoga a eu l'intérimaire pendant 60 jours. Et il ne peut pas poser des actes au-delà de ces 60 jours. Donc, les actes qu'il pose au-delà de ces 60 jours sont des actes nuls et de nul effet parce que la loi ne lui permet pas. Alors, ce n'est pas le Conseil national de la communication qui est hors la loi, c'est les actes de M. Peter Essoga qui sont nuls et de nul effet parce que la loi ne lui permet pas d'intervenir dans ce cadre-là. Maintenant, il peut aussi, en tant que vice-président, assumer son rôle, parce qu'on dit dans les textes que le vice-président remplace le président en cas d'absence, de vacances, oui. En cas de vacances. Donc, il peut assurer cette pose de vice-président. Parce que j'ai eu un débat où on disait... 6 mois. Pendant 6 mois, voilà. Parce que j'ai eu un débat où on disait effectivement que le Conseil national de la communication est déjà
Forclos, non. Oui, depuis le 4 décembre 2014. Bien, ce que je vais donc dire, le président avait 6 mois. Ce que je vais donc dire, j'ai été dans un journal qu'on appelle Le Front. Bon, vous avez dit rédacteur. J'ai été chef rubrique du desk politique pendant plusieurs années dans un journal qui avait pignon sur rue lorsqu'on combattait les détourneurs de fonds, les prévaricateurs de fonds. Je peux dire que véritablement, il y a des questions à se poser dans la presse. Vous allez m'excuser, mais je suis un communicateur au plus haut niveau de mes études. C'est la première fois que je vois une télé sans qu'il y ait l'équilibre de l'information ressasser à longueur de journée des propos haineux contre une race. C'est la première fois en tant que journaliste que je vois des émissions de 8 heures de temps, de 10 heures de temps. En télévision, ça n'existe pas. Il y a un problème. Il y a un problème parce que dans toutes les théories de communication idéologique, dans toutes les théories de communication de révolution, de déstabilisation, on nous a toujours pris l'exemple de Mille Collines, Radio Mille Collines, qui était une radio qui n'avait pas de contradiction et qui versait l'idéologie à longueur de journée pour lever la révolution et le génocide. Donc je suis tellement inquiet par rapport à cette forme de matraquage, par rapport à cette forme d'idéologie, de propagande qui peut lever les masses et qui peut faire en sorte qu'il y ait la haine contre l'autre. Okay. Et je vais dire pour sortir que il y a un certain nombre de problèmes que les Camerounais doivent assumer. Et je l'ai toujours pensé. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés que nous ne sommes pas responsables. Il y a un professeur qui m'a dit que l'impérialisme est un complot international. Et ce complot international, les propres exécutants sont dans notre pays. Donc même les Africains sont responsables de certains malheurs. Le président Idriss Déby l'a souligné d'ailleurs en tant que président de Tchad, cesser de voir seulement le problème du côté de la France, mais de s'interroger également. Les Africains ont également un rôle dans ce qui se passe, parce qu'une chose est sûre, les Blancs ne quitteront jamais de là-bas, encore moins les Français, pour venir dicter un certain nombre de choses. Ils passeront toujours par les Africains et par les Camerounais. Président Bouba, on parlait des sanctions à l'endroit du journaliste, au moins en commentaire. Non, je crois que dans tout métier, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des principes. Et au moment où on créait le Conseil national de la communication, je crois qu'il y avait un cahier de charges. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé cette institution. Et les gens doivent faire leur travail. Je suis de ceux qui doivent conseiller à ceux qui ont la responsabilité de bien faire le travail, de s'y mettre. Bon, maintenant, s'il faut réguler le secteur de la presse, parce que je vois qu'il y a une multitude de presse privée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des incongruités? Parce qu'avant de sanctionner même une presse, il faut des avertissements. Hein? Je crois qu'il faut convoquer les responsables de ces presses-là, dont les directeurs de publication, il faut même des séances d'éducation. Il faut des séminaires, parce que c'est très important. On ne peut pas toujours se lever à tout moment parce que quelqu'un a mal fait, on l'emprisonne, on le sanctionne. Je crois qu'on doit les convoquer. Le CNC doit d'abord jouer ce premier rôle. S'il est là pour réguler... C'est comment vrai que le CNC ne sanctionne pas sans avoir pris le soin d'écouter les concernés. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a une opinion qui pense le contraire, mais... En réalité, c'est ce qui se passe. Ben voilà. Les concernés sont appelés justement pour se défendre sur des sujets et sur les plaintes qui sont portées à leur attention. Ben voilà, si c'est ça, ça veut dire que le CNC joue pleinement son rôle. Et s'il joue pleinement son rôle, il faut que les gens s'y mettent. Je crois que nous sommes dans un pays où il faut qu'on organise tous les secteurs. Et le secteur de la presse, c'est un secteur très sensible où on passe des informations et des messages. Et il faut même que les gens de la presse puissent être professionnels. Il faut rentrer dans les investigations, il faut fouiller. Il ne faut pas publier n'importe quel texte et n'importe quel message. C'est très grave. C'est comme la radio, c'est comme la télévision, où il ne faut pas venir faire de la manipulation de conscience. Il faut dire des choses telles quelles, parce que la vérité, elle blesse, mais il faut dire la vérité. C'est ça. Et quand vous dites la vérité, ce n'est pas pour vous, vous dites la vérité pour ceux qui vous lisent, pour ceux qui vous écoutent et qui vous entendent. Okay. Donc je crois que le CNC fait son travail. Mais il y a quelque chose que je constate dans le cas du CNC. C'est-à-dire que le CNC, qui est un organe régulateur, en même temps, joue purement le jeu politique. C'est-à-dire si on dit des choses pour plaire, par exemple, au RDPC, alors, même si ce n'est pas vrai, même si c'est faux, alors les gens, on va apprécier, on ne va pas sanctionner. Mais si on dit des choses contre le président, parce que j'ai appris qu'il y a un journal qu'on a sanctionné, parce que ce journal a recopié ce que Jeune Afrique avait dit sur l'état de santé du chef de l'État. Les sanctions ont été renvoyées à plus tard parce que les membres n'ont pas eu... Donc il y a eu ce débat-là. à s'accorder sur... Tout à fait. Il y a eu ce débat au sein du CNC. Et en plus,
La chaîne de télévision dont évoquait M. Meka ici, il s'agit d'Afrique Média. Il s'agit d'Afrique Média. Je crois que quand on parle de la communication, c'est de bonne guerre. Moi, ce que je suis souvent à France 24, c'est-à-dire souvent, c'est-à-dire les informations erronées que France 24 donne sur ce qui se passe dans certains pays africains. Pas justement dans vous ce comprenez débat voilà. De personnes en mode média, parce que tel qu'en soit les cas, il y a beaucoup à dire sur ce qui se dit sur ces différents plateaux. Toujours est-il que même vos propres propos, quand vous les soulignez avec beaucoup d'emphase, pourrait être également interprété comme une sorte de manipulation. Là, on me convoque, monsieur Nyopé. J'ai dit, là, je dois être convoqué, je dois être entendu sur mes propos. Mais non, je voulais dire pour le cas de la télévision dont M. Meka évoquait tout à l'heure. Oui, ces gars sont aussi des spécialistes de la communication. Hein. Moi, je le connais. Ils sont des responsables des chaînes, des radios, des télévisions. Ils sont responsables de ce qu'ils disent. D'accord, merci. Et au lieu de sanctionner la télévision, il faut plutôt convoquer les individus et les sanctionner eux-mêmes. D'accord, merci, Président Bouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je crois que... Vous êtes resté égal à vous-même. Ah oui, merci beaucoup. Andrew Meka, c'était tout un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau pour discuter ou discourir autour des sujets majeurs d'actualité. C'est un plaisir de discuter avec vous. Permettez-moi de saluer toute la communauté du Sud, notamment des Bolova, de Djoum et de Saint-Mélima qui suivent cette chaîne. Et je tiens à vous rappeler que vous êtes suivis depuis Djoum. Et tous les téléspectateurs de Djoum suivent ces émissions et je les salue bien. Et je salue aussi beaucoup de mes amis et frères camarades qui sont dans le Grand Nord, notamment le sous-préfet de Pitois, qui est un ami et un frère et qui nous suit attentivement. Merci. Voilà, le plaisir a été le nôtre, une fois de plus, de mener à bien notre mission, informer. On espère avoir été à la hauteur des sujets qui ont été portés à votre connaissance ce soir. On n'a pas la prétention d'avoir tout égrené, encore moins comme vous l'aurez souhaité, mais toujours est-il qu'on a apporté notre pierre à l'édification de ce pays et à l'édification de la formation des masses au Cameroun. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes de Camus 24 que se poursuivent. Au revoir et très prochainement sur ces mêmes antennes.